Bonus. Trax. Are you ready for the most dangerous, crucial mission of your life? Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 11e numéro, un numéro qui revient aux comics avec 2 tomes de iComics consacrés à l'arc Cityfall. Aujourd'hui, pour en parler avec moi, j'ai toujours Roméo. Salut Roméo. Salut. Et Fab. Salut. Salut. Petite équipe, donc aujourd'hui nous ne serons que tous les 3, mais il y aura quand même beaucoup de choses à dire, je pense. On va commencer comme d'habitude avec nos news, et on va commencer avec toi, Roméo, puisque tu vas nous annoncer un très cher body count chez Vestron pour juin. Voilà, je crois que tout est dit. Donc Fab en avait parlé sur qu'ils avaient, ils avaient plus ou moins, il avait teasé sur une interview il y a quelques mois. Je sais plus pour quel podcast on en avait parlé. Et donc là, ils ont annoncé donc la sortie au mois de juin de Body Count de Kevin Eastman et Simon Bisley qui sortira donc chez eux. C'est une mini-série complète en 4 numéros. Voilà. En juin. Ça donne super envie. Ça donne super envie, oui. Bon, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu mettre... Que c'est ironique. quelques images. Voilà, c'est un récit marquant pour pas mal de choses, hein, notamment pour son histoire éditoriale. Donc on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on fera bien évidemment pour notre plus grand bonheur un podcast spécial Body Count. Je suis pas prêt pour ça. Ouais, on n'est pas prêt pour ça. Mais que attends, tu peux pas dire ça après TMNT Next Mutation. Je pense qu'on est prêt pour tout. Pas sûr, hein, vraiment. C'est un récit marquant, un récit important qui est très souvent plébiscité. Moi, pour des raisons que je ne comprends pas, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, au mois de juin, nous aurons donc un magnifique soft cover, petit format pour 18€ d'un récit plus que dispensable. Voilà. Et dans le même temps, Vestron a laissé sous-entendre dans les commentaires sur sa page Facebook que ce ne sera pas le seul titre Tortue Ninja et donc ils ont parlé des chroniques des Tortue Ninja, les Tales of TMNT, dans lesquels ils avaient déjà les droits, ils avaient publié ça chez Weta, donc 4 petits tomes format manga il y a très longtemps. Donc 2 tomes qu'on retrouve très facilement et les tomes 3 et 4 qui ont été disponibles seulement en souscription, je crois, et donc ils sont très très rares et qui font partie des grâles des collectionneurs de comics français. On ne sait pas encore le contenu, mais voilà, ça ne devrait pas être les seules sorties Tortue Ninja chez Vestron cette année. Après, ça dépendra sûrement du succès du premier, enfin de Body Count. J'ai aucun doute que Body Count fonctionne, vraiment. Okay. Vraiment, il est très attendu. Hein. Je vois que moi j'étais un des rares à tempérer un peu ça. Mais Vestron, je sais pas comment dire. Il y a quand même une bonne réception auprès d'un public assez cible, mais ça fonctionne bien. Hein, pour en avoir parlé avec certains libraires, quand ils ont les offices 2-3 jours après, il y en a déjà plus. Hein, ça marche bien. Tant mieux pour eux, tant mieux pour les lecteurs que ça intéresse et que ça leur permet d'avoir pas mal de choses, notamment voilà, il y a la série Transformers, c'est juste dommage qu'on n'ait pas eu la série précédente Transformers qui était du peu que j'ai lu qui est absolument génial, et sur lequel j'ai quelques très bons retours. Celle-là je l'ai commencé, j'ai pas continué pour diverses raisons, mais c'était pas du même niveau, mais voilà, c'est bien, ça permet d'avoir des publications en plus sur les Tortues Ninja, de faire vivre la licence un peu plus en comics en France, donc tant mieux pour ça, même si c'est quelque chose que je n'apprécie pas, Body Count, tant mieux, on peut qu'être content de voir la licence vivre autrement et par un maximum de biais. Je suis assez d'accord, c'est même si le format va différer des formats qu'on a actuellement, parce que Vestron ne fait que du souple, c'est quand même chouette d'avoir des titres qui seraient un peu inédits, qui seraient clairement pas publiés par iComics et de les voir arriver ailleurs. Ça fait quand même plaisir, voilà, d'avoir un petit peu pour tout le monde chez les Tortues. Pour ça, moi je trouve ça cool et c'est bien qu'on puisse en parler, quoi. Ok, très bien.
Dans les autres sujets qui peuvent être potentiellement dispensables, on a notre éternelle news de chaque podcast sur des nouvelles NECA. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est sorti encore, Roméo? Alors, ils ont annoncé, ils l'avaient teasé, ils en avaient déjà parlé, mais là ils ont montré une photo qui est le Hamato Yoshi du film, avec la cage du rat. Donc vous voyez les 3 secondes à peu près qui apparaît où on a un guerrier qui fait un ninja qui fait des mouvements devant une cage de rat pour rappeler qu'il s'entraînait comme ça le rat, enfin en voyant son maître. Et ben voilà, là il y aura la figurine qui a été dévoilée. Donc ça fera sinon pour ceux qui font pas forcément Tortue Ninja un humain lambda en plus, et la cage du rat qui va être cool. Rien de plus. Non mais voilà, c'est bien noté, hein. Il y a un public de toute façon pour les NECA, tant mieux encore. Et on notera aussi le magnifique poisson d'avril de NECA qui avait mis une photo d'un pack qui est prévu en disant précommande commande sur eBay uniquement ce jour, 1000 exemplaires, donc ça va être rare, ne le ratez pas, et avec une grosse vague de commentaires, mais en fait c'est pas une blague quand c'est vrai. Et juste parce que aussi on va dire que NECA va faire des gargoyles, et ça c'est cool. Ouais. C'est ça qu'il faut que je me remette la série, et du coup elle est sur Disney Plus maintenant, et ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vue du coup. Faut que je me replonge là-dedans. Oh, une série de plus ou une série de moins pour toi. C'est ça, ouais. Ça fera un petit spin-off, Tales of the Gargoyles. Non. On en a fini avec les news, si je ne m'abuse, petite semaine, on va dire, ou petite. Et si, petit mois je viens d'y repenser. Ah. Une news qui vient de DC qui annonçait un omnibus contenant l'intégralité des 3 séries Batman TMNT. Ouais. Qui sortira à la fin de l'année 2021, donc le 28 décembre, il a annoncé. Donc quasi 600 pages, 570 pages de Batman TMNT dans un beau format hardcover pour ceux qui aiment ce genre de format. Voilà, c'est toujours cool ce genre de... Ceux qui aiment les beaux livres. Ouais, mais j'ai pas hâte de parler de Batman Tortue Ninja, j'étais pas fan des mini-séries. J'ai lu que la première et ça m'a pas refroidi. Ah bah pourtant la 2 est encore moins bien. Et tu dis qu'il y en a 3 du coup. Oui, il y en a eu 3. Là, la 3, non, il y a des choses intéressantes dans la 3. Ok. Bon, en attendant, passons à un vrai bon comics. Avec la série IDW toujours en cours et qui sort chez iComics. Et du coup, les 2 tomes qu'on va traiter aujourd'hui, 2 et 3, si je ne m'abuse, qui représentent du coup l'arc City Fall. Roméo, est-ce que tu peux nous en faire un résumé rapide? Alors déjà on va remettre dans le contexte. C'est sorti, donc le City Fall c'est 7 numéros et il y a un numéro en plus qui sert un peu de prologue, et parce que s'il fallait pouvoir combler la numérotation avec 4 tomes enfin 4 singles par tome. Donc ça commence au numéro 21, on a le numéro 21 qui est un numéro fait par Eastman, qui est sorti en avril 2013, et ensuite donc on a 7 numéros qui sont numérotés City Fall 1 à 7, et qui représentent le premier vrai event de la série, avec entrecoupé, mais ça on les a pas eu en France, on les aura en subscription comme il a été annoncé par iComics dans quelques mois, on l'espère. Je sais plus quand ça avait été annoncé. Les micro-séries villains qui s'intègrent assez bien entre chaque numéro. Mais donc là qu'on n'a pas. Évidemment, l'arc est complet sans ces micro-séries. On a des éléments en plus qui sont assez intéressants, mais ça c'est autosuffisant. Et voilà. Donc on a principalement Matheus Santoluco au dessin. On a quelques planches, des moments sur des flashbacks et autres qui ne sont pas de lui, ou sur des éléments précis, mais c'est un Matheus Santoluco qui prend vraiment la série en main, toujours mené par Tom Waltz et Kevin Eastman à l'écriture, et Bobby Curnow
et également Bobby Curnow qui est crédité au scénario, hein, ne l'oublions pas pour le coup. Et voilà, donc ça a été publié au tome 2 et 3 chez iComics, comme tu l'as dit. Ok. Et tu nous en fais un petit résumé ? Un petit résumé, bien sûr. Ou un synopsis au moins. Sauf si Fab, tu veux le faire. Oh ben ça va être très rapide, hein. Si tu veux je le fais. En gros, on a dans le tome... à la fin du tome 1, Shredder qui décide de prendre Léo comme tuning, de gré ou de force. Et on va voir dans ce tome 2 qu'il va plutôt faire ça par la force et enrôler Léo du côté du clan Foot. Et on va retrouver donc les tortues qui vont lutter pour récupérer Léo et face à cette nouvelle menace qui est le clan Foot 1,5, version 1,5. Donc on a 2 tomes où ça va un petit peu se bastonner, un petit peu mettre de nouveaux statu quo avec les personnages et s'orienter sur... enfin, se centrer sur certains personnages dont on va pouvoir détailler tous ensemble parce que, comme Manu l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal de choses à dire. Oui. En français, donc City Fall a été traduit par la chute de New York, qui est logique. Et il faut bien, ça représente bien, hein, c'est pas juste, on est plus sur un affrontement simple, Amato Yoshi, Foot Clan et le clan Amato. Tout New York est vraiment concerné. On a vraiment une prise d'ampleur plus grande de cet Tous les affrontement, gangs, ouais. avec d'autres clans qui sont concernés. Et après 1 an et demi où la série donc a été mise en place, on a vraiment eu une introduction des Tortues Ninja, parce que même les scénaristes, les équipes créatives ne savaient pas au début comment ça allait fonctionner, hein, la série, donc ils savaient pas s'ils allaient pouvoir continuer longtemps. Bon, il s'avérait que oui. Donc au début, ils avaient des plans court terme. Là, on a vraiment une montée de la série qui passe un palier clairement. Voilà, l'univers, les personnages, tout a été introduit. Maintenant, nouveau statu quo dès le tome 22, donc au milieu du tome 2 en français, et la série qui passe à un niveau supérieur avec vraiment un univers building beaucoup plus important. Comment vous voulez en parler ? Vous voulez l'aborder un peu chronologiquement, essayer d'aborder par sujet. Je sais pas quelle préférence vous avez, on n'en a pas discuté avant podcast. Moi j'aurais bien parlé du prologue déjà pour commencer, histoire de poser la situation. Donc un prologue dans lequel les tortues sont attaquées par un mystérieux ennemi qui leur met la branlée et leur donne une belle leçon de combat. Et alors même que les tortues commencent à se poser des questions sur l'état de la ville et le fait que les choses commencent à se tendre en fait d'un point de vue gang, enfin d'un point de vue criminalité en tout cas. Et la conclusion étant que leur fameux assaillant était Splinter qui voulait leur donner justement la leçon qu'il faut toujours être préparé à l'inattendu. Et d'un autre côté, on avait Shredder qui récupérait le corps et du coup l'essence de Kitsune en parallèle. Ce qui sert vraiment de prologue à la suite, puisqu'en fait c'est là pour nous faire une sorte d'état du monde des Tortues Ninja à cet instant T. Moi, c'est un prologue que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je l'avais jamais relu. En fait, j'ai jamais relu tout City Fall depuis. Et j'aime beaucoup. Alors, on n'est pas encore sur du Matteo Santoluco. Je trouve la suite du tome beaucoup plus beau. Mais ce prologue, d'un point de vue thématique, je le trouvais très cool. Je trouvais qu'il nous mettait sur une situation. Il nous donnait envie de lire la suite, quoi. Il nous ouvrait bien le bal pour quelque chose auquel on pouvait s'attendre qu'il soit bon. Bah, c'est sûr qu'en termes de dessin, on est sur du Eastman, donc ça passe ou ça casse. Et surtout, on est sur du Eastman récent. Ouais, je suis d'accord. Qui est quand même bien différent, beaucoup et moins coloré. travaillé. Et coloré, bien coloré hein, Ouais, non, mais ça fait. Moi, je préfère le Eastman d'époque, pas coloré du coup. Mais ouais, on est sur du Eastman récent. Hein, pour ceux qui lisent aussi les classiques, reconnaîtront le style, mais pourront voir que c'est bien moins travaillé, bien moins. Enfin, ouais, c'est beaucoup moins travaillé. Hein.
Mais on a cette mise en page quand même qui est assez nerveuse, hein, dont il est capable, enchaînant des splash pages avec des cases très serrées. Donc c'est vraiment du Eastman. Donc on aime ou on n'aime pas. Je peux comprendre que ça bloque chez certains. Mais Fab, ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai bien aimé ce prologue. Alors, je t'avoue que j'ai lu tout récemment le dernier tome qui est sorti chez iComics. J'ai oublié le numéro, je crois que c'est le 13 ou le 14. Non, c'est le Et 13. ouais, et du coup, comme il y a également un changement de statu quo tout récent dans cet univers, cet ennemi qu'on voit, donc Splinter, en fait, qui est masqué et qui donne la leçon aux tortues, eh ben, comme j'étais un petit peu avec des lectures fraîches et tout, je cherchais à tout prix qui était ce personnage, est-ce qu'on l'avait déjà vu et tout. Ça m'a fait penser aux premiers ennemis qu'on avait rapidement abordés dans le tome 0, où il y a cette espèce de combattant français. Et De la j'ai savate. complètement perdu. Ouais, il me semble que c'est ça. Et du coup, j'étais totalement perdu. Et ça a bien fait le job, parce que du coup, ça m'a bien remis, tu vois, dans le contexte, avec justement la préparation des tortues pour les événements à venir, l'exhumation de Kitsune par justement Shredder. Et ouais, après, même si c'est du Eastman récent, comme vous dites, il y a quand même sa patte qui fait que tu sens qu'il se fait plaisir, et même moi, ça m'a fait plaisir de lire ce numéro. Et c'était un bon numéro introductif, et je trouve que ça fait bien le job, quoi. Vraiment, j'ai trouvé ça cool. Et derrière, on passe donc sur un event en cette partie en ongoing, mais comme tu le disais, un peu plus. Un vrai event maîtrisé, du coup, parce qu'on n'a pas des masses de tie-in, mais on a des tie-in utiles. Mais qui seront malheureusement pas dans ce tome. Ni dispo en VF, d'ailleurs, pour le moment. Oui, ni dispo en VF d'ailleurs pour le moment. On est à peu près sûr qu'on ne l'aura pas, ou peut-être en crowdfunding ultérieurement. Toujours est-il que cette maxi-série, comme tu le disais, Roméo, est vraiment là pour être le premier event de la série. On n'est pas encore dans du crossover total, parce qu'on n'a pas un certain nombre de persos, on n'a pas du Baxter, on n'a pas Krang, il y a pas mal de l'univers des tortues qu'on n'a pas, mais c'est une déjà grosse première étape sur le chemin de ce que sera le numéro 50, puis sur le chemin de ce que sera le numéro 100, et c'est pas par hasard que le numéro 25 arrive au milieu de tout ça. Hein. C'est ça, c'est qu'on a seulement, on va vite, hein, mais on a non seulement un event complet qui est très bien construit, mais finalement qui n'est qu'une étape jusqu'au numéro 50. Ouais. Et du coup, tout part de la volonté de Shredder de dominer la ville, de régner sur la ville, je cherchais le mot, excusez-moi, et qui va se lancer dans une vraie guerre, du coup, avec les tortues, puisqu'il considère que Léo doit être son shonin et que ça va faire partie de la destruction du clan ennemi, en fait. Quelqu'un veut parler de comment tout ça commence ? Ça commence simplement avec Kazé et Raph qui se font embusquer au détour d'une ruelle par le Foot Clan, où en gros c'est le Foot Clan qui cherche à capturer soit Raph, une tortue ou quelqu'un pour appâter Léo au final, enfin les tortues, mais pour appâter Léo pour pouvoir mettre à terme, mettre en œuvre le plan de capturer Léo par Shredder. Et Raph va réussir, donc c'est Raph et Kazé qui se font embusquer, ils vont se faire assommer et kidnapper, et Raph va réussir à s'échapper. De là, il va partir prévenir sa famille et les autres tortues, mais Kazé, lui, a pas eu cette chance et est resté prisonnier. Donc rapidement, le foot va donner un point de rendez-vous aux tortues pour libérer Kazé, et on va très très rapidement rentrer dans le vif du sujet en fait, avec le fait que, comme les tortues sont là, mais ne veulent pas trop... ne veulent pas enclencher un petit peu cette espèce de guerre, Shredder il va déclencher
et il va mettre vraiment... Enfin, il va mettre à mal Kazé en le blessant mortellement, quoi. Donc, j'ai pas été très détaillé sur la partie juste avant le point de rendez-vous, parce que si je dis pas de bêtises, je l'ai relu en plus cet après-midi et j'ai déjà oublié. C'est brillant, tu vois. Ils font appel. Attends, non, je mélange complètement, je suis désolé. C'est Ils plus font tard pas. qu'ils font appel à plein de monde. Ouais, c'est ça, ils font appel à plein de monde plus tard, donc c'est ça. Du coup, on arrive là-dessus où Shredder blesse mortellement Kazé et s'engage un combat avec, au final, le kidnapping de Léo. Voilà. C'est ce qui va lancer enfin, ce qui va être le moteur d'intrigue de toute la suite de la série. Moi, ça m'a pas mal rappelé, alors je l'avais lu avant, hein, bien avant, mais ça m'a pas mal rappelé ce dont on discutait récemment avec The Last Ronin, sans spoiler l'intrigue, sur cette idée de, à un moment, il y a une certaine danse entre le clan Amato et le clan Saki, mais qu'au bout d'un moment, le Foot Clan peut potentiellement attaquer et transformer cette relation en un état de guerre qui change totalement le statu quo de la série, et c'est ce qui arrive là au final. Oui, 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 on a réellement, on n'est plus sur de l'observation ou qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qu'on fait, on s'attaque, mais on s'attaque pas. Là, c'est du frontal. Là, on est vraiment, ok, on embarque une tortue et Kazé, un de vos potes, Raph qui s'échappe parce que il était fait pour s'échapper, et finalement le Foot Clan tend un piège aux tortues qui s'y attend, mais ils foncent quand même dedans pour sans connaître le plan évidemment du Foot Clan. On a vraiment là une confrontation directe, la guerre est ouverte, et Shredder qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Moi je me souviens quand je l'ai lu en VO, quand Shredder il plante Kazé, c'est pas rien, c'était pas rien. Non, il a peu été aussi actif avant ce tome, et là il y a un certain nombre de décisions en tout cas qui sont prises tout le long de ce tome, qui sont vraiment pour un accélérationnisme de la montée en puissance de Shredder, pour poser un truc, quoi, clairement. C'est ça. Il y a aussi, du coup, pendant tous ces 2 tomes, on parlait du fait que le statu quo changeait de base, de facto par ce qui se passe dans l'intrigue principale. Et tout ça, ça va redessiner toute la géopolitique de New York, on va dire, au sein de la série, puisque ça va amener toutes les relations qui ont été développées pendant les tomes précédents. Donc un gros tome 0 hein, chez iComics, mais en VO, ça représentait quand même 4 tomes, plus le tome 1. Le tome 1, à la rigueur, est plus à mettre de côté pour l'instant, puisqu'il est moins lié à l'intrigue principale. Mais tout ce qu'on avait vu jusque-là pendant 4 tomes, on va dire, donc l'équivalent de 2 fois l'intégralité de cette mini-série, et les cartes sont remélangées, rebattues, pour nous dessiner des nouvelles intrigues pour tout le monde, pour nous projeter vers le futur qu'on connaîtra plus tard, du coup. Mais c'est ça, ce jeu d'alliance, de changement de statu quo de certains personnages. À l'époque, je m'étais amusé, moi, quand je m'étais comme gars, à faire des schémas d'évolution du statu quo, à faire des schémas de relations de personnages, qui bougeaient, et c'était assez intéressant de voir comme ça bougeait vite finalement. On n'était pas sur un clan contre un autre, mais il y avait des changements d'alliance, puisque chacun a son propre à ses propres dessins, hein. Old Hob qui a une part importante, lui il a Shredder au-dessus de lui qui le dirige et qui le menace, mais il a ses propres objectifs derrière, et donc il est prêt à faire certaines choses pour qui sont louables ou pas, hein, ça chacun se fait son propre avis, mais il a voilà chacun ses propres motivations. Puis il y a un truc aussi qui est assez intéressant en fait, parce que rien que sur ce premier chapitre, parce qu'en gros là, ce qu'on vient de dire, le résumé jusqu'à ce que Kazé soit mortellement blessé, ça représente juste un chapitre. Alors, je tiens à dire aux gens qu'à chaque fois tu dis mortellement blessé, mais il survit. Il est potentiellement une blessure mortelle, mais il survit.
Oui, mais il est mortellement blessé à la fin du premier chapitre. Parce qu'il le dit. Du coup, La dernière case, c'est que Kazé va mourir. mais enfin, outre ce passage-là, en fait, tout au long du tome, on voit aussi que Shredder, en plus de manigancer le fait de vouloir s'accaparer Léo en tant que Chunin, fait le nécessaire pour derrière prendre le contrôle des divers clans ou gangs, ou du moins exercer une certaine pression pour mettre toutes les chances de son côté pour justement régner sur New York et devenir un peu le, ouais, le parrain de New York, tu vois, l'équivalent du Kingpin, quoi. Et Et il sait aussi que c'est grâce à ça qu'il arrivera à écraser Splinter, enfin Motoyoshi en face. ben c'est ça. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir en parallèle ces espèces de négociations et de manigances politiques, et dans le même temps, toute la partie action avec les combats de rue entre gangs, entre le foot, entre les dragons pourpres et tout, et je trouve ça assez cool, quoi. C'est super bien fichu. Moi c'est un truc que j'ai vu tout au long du... Enfin, que j'ai aimé relire, en fait, et redécouvrir tout au long de cet event. Je sais pas, vous, si c'est ce Oui, qui parce vous... que je me souvenais plus de tout, en fait, de tout ça. Ce qui se passait avec la Savage, je l'avais un peu oublié. Les Purple Dragons, je m'en souvenais bien parce qu'on a vraiment une évolution qui touche personnellement, en fait, à travers Kazé et Hun. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas la micro-série sur Hun dans ces 2 tomes. Mais Ouais. du coup, cette partie-là, je m'en souvenais bien, mais la partie Savat et le plan même de Shredder et de réunir toutes les petites frappes qui acceptent de travailler sous son joug, en fait, puisque c'est servir ou mourir, en fait, l'idée. C'est marche ou crève. Exactement. Et du coup, j'ai trouvé ça cool aussi. Et en fait, ça permet de dessiner une guerre de gangs sans avoir à la montrer explicitement dans une histoire qui est relativement réduite en temps. Donc, je trouve ça bien joué, en fait, dans la façon de faire. On a très vite, en plus, les événements qui s'enchaînent, parce que en gros, après cette action sur les quais, après cette bagarre où Léo disparaît, dans la précipitation, les tortues s'en vont et enfin, tu vois, vite, il faut sauver Kazé parce qu'il est blessé, il faut l'amener à l'hôpital. Léo s'est fait kidnapper, il est pas là, il faut aller le récupérer. Là, on a quand même Raph qui clairement va avoir euh, un arc, pas un arc, mais un peu un spotlight sur son évolution, parce qu'il va se sentir responsable et de la blessure de Kazé, et de l'enlèvement de Léo sur les quais. Donc, on a ce moment-là, ça enchaîne super vite, hein. Et moi j'ai trouvé que le rythme était ultra rapide en fait. Et que les événements, même s'ils s'enchaînent, on sent pas trop comme dans certains événements, tu vois, où il y a des ellipses, où tu te Mhm. dis, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé là en fait et tout. Non, c'est bien fait, des fois t'as qu'une case, ou juste une petite page qui te met un petit peu tous les événements en 3-4 cases, et ça te permet d'avancer à autre chose, et de se concentrer un peu plus sur ce qu'il faut vraiment... Enfin, ce que les auteurs veulent vraiment te mettre en avant. Je suis d'accord. Typiquement, l'évolution de Raph, c'était une part importante de cet event, et toute la partie où vite il faut amener Kazé à l'hôpital, vite Léo il se fait partir, enfin il se fait embarquer, même si on a un spotlight après sur Léo, et un petit peu sur Kazé, ça aurait pu être beaucoup plus long, et on aurait perdu en développement de Raph, et moi je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait, parce que justement la partie sur Raph est ultra intéressante, elle fait rappel au tout début de la série. Je sais pas si il y en a un de Mhm. vous qui veut en parler. Ouais, Oui, je suis assez d'accord déjà sur le fait que l'intrigue, le rythme est bien mené et on a vraiment des choses qui passent en très peu de cases de temps en temps sur l'intrigue principale qui est menée au sein de l'ongoing. Je trouve que par contre le fait qu'il manque certaines micro-séries est un vrai manque en fait dans la lecture globale sur des shifts de relations qui sinon se font un peu bizarrement. Du côté d'Angel et Hun, justement, je trouve qu'il y a un manque dans tout ça. Je trouve que Kitsune aussi, peut-être, dans l'ongoing, elle a pas Kitsune, à l'Opex.
Il y a un manque Ouais. de son côté si on n'a pas la micro-série sur Raph, je crois, au final. Je trouve que son absence est plus négative pour Alopex que pour Raph, au final, l'absence de cette micro-série. Mais en effet, Raph, je voulais en parler à la base parce qu'il s'intègre dans la problématique plus globale en fait, des trois frères en l'absence de Léo, que je trouve très intéressante. Mais elle se développe justement autour du perso de Raph, qui part en effet dans un chaos de culpabilité pendant la moitié de la mini-série, enfin de l'arc, faut que j'arrête de parler de mini-série, c'est dans l'ongoing, qui part du coup totalement dans le chaos et la culpabilité pendant la moitié, et ensuite va se faire ramener à la raison et va, par son adhésion à l'ensemble, va recréer le groupe et donner une nouvelle dynamique pour la deuxième moitié de l'arc, et je trouve que c'est un des meilleurs personnages au final au sein de la mini-série. Ah putain, au sein de l'arc, même si j'ai quand même une préférence pour Mikey, parce que Mikey c'est le meilleur, et c'est lui qui le remet dans la bonne direction dans ce cas. Non, en plus. On a l'écriture, pour revenir dessus, une écriture à plusieurs niveaux. On a vraiment une écriture sur la guerre de New York, donc qui se fait, et pour autant les personnages ne sont pas oubliés. Les personnages à côté, les relations, les petites relations qui peuvent se construire ne sont pas oubliées. Elles sont plus ou moins subtiles. Le duel, sans qu'il y ait vraiment de duel entre Leonardo et Kara, la tension qui monte est parfaitement C'est une gérée. rivalité plutôt qu'un duel, ouais. Ouais, la rivalité, je cherchais le mot aussi. Donc Raph, l'explosion de Raph, qui se réaffirme vraiment, qui redevient comme il était avant de retrouver ses frères. En toile de fond, on a toujours ce Mikey Slash, cette relation qui est développée, mais en peu de cases en plus. Le je t'aide mais je te déteste entre Old Hob et Splinter, où ils savent qu'ils ne peuvent rien faire l'un sans l'autre pour l'instant. Donc là, il y a vraiment cette écriture vraiment intéressante sur plusieurs niveaux, sur toute l'event en lui-même, cette guerre, cette recherche du pouvoir, tout en gardant un focal sur les personnages. Et le développement également de petits persos plus ou moins secondaires comme Angel. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour moi, c'est même pas ça oublie pas, c'est qu'il y en a partout des petits personnages, des petites relations. Il y a beaucoup de choses, c'est très dense comme event en fait. Mais après, même un petit personnage qui évolue et qui arrive à faire avancer l'intrigue en très peu de numéros et très peu de temps, ben il y a ne serait-ce que Victor du clan de la Savate. Moi, je trouve que il a une vraie évolution dans cet event qui, bon, après, il y en aura pas, ça va pas durer longtemps, hein, mais au début, c'est un petit malfrat, il monte très vite, il prend possession pour après, au final, faire avancer en lien avec Shredder, et pour déclencher aussi, à un moment donné, le déclic, enfin, le passage qui va faire un déclic sur une page où il y a beaucoup de références, on y reviendra probablement sans doute après, mais c'est beaucoup de petits personnages qui chacun apporte un petit peu, chacun une pierre à l'édifice pour faire avancer cet event. Moi je trouve que, comme tu le disais tout à l'heure, la mini-série qui manque beaucoup, c'est celle de Hun, parce que on le voit au tout début, c'est genre, enfin, le poivreau sur le comptoir de bar, comme, tu vois, une vraie loque, et 2 numéros plus tard, tu le retrouves, le mec, c'est devenu une masse, quoi, il est musclé comme c'est pas possible, c'est redevenu un gros bonhomme qui va tout casser et tout, et tu comprends pas trop, tu vois, tu sais qu'il s'est passé quelque chose, mais je trouve que celle-là, elle manque. Alopex m'a moins dérangé, tu vois, moi, contrairement à Un. Ouais, bah moi je trouve les deux dérangeantes, mais... Alopex, ça sera surtout pour la suite. Que c'est sur la fin et la suite, que c'est très important. Et finalement, la page d'Alopex à la fin du tome 3 se suffit. Bien sûr, la mini-série la micro était très bien, mais on a l'essence d'Alopex, de ce qui s'est passé pour elle.
Victor, tu parlais de Victor, lui, il est là pour faire avancer le récit au global. Il est là pour faire avancer l'event, pour faire avancer la guerre. Parce que c'est pas un personnage essentiel. C'est pas un personnage qui va avoir un développement très riche. On va l'oublier. Mais lui, il sert réellement à faire avancer la guerre, à faire avancer la volonté. Oui, lui, il a un rôle pouvoir très de Shredder. court-termiste. Ouais. Il a un rôle très Ouais, court-termiste. mais il est nécessaire. Ouais, C'est un mais qui rôle se est joue au sein de nécessaire. la série, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Et pas ouais. sur le plus long terme, en effet. Ouais. Il est plus essentiel à cet arc, en effet. Parce que moi, après, si on veut parler sur les micros, la micro de Karai, pareil, elle est assez importante pour son développement à elle. Où on voit cette haine d'être mise de côté pour un autre, alors qu'elle avait tout fait pour se retrouver ici, pour faire revenir son grand-père. Ouais, mais D'ailleurs, du coup, un arc qui se lie beaucoup mieux au sein de l'ongoing, du coup. Moi, je trouve que ça c'est plus fluide, ça marche mieux. D'ailleurs, ça tombe bien que tu parles de la haine qui naît que Karai éprouve. Donc tu dis pour un autre, donc clairement c'est pour Léo là. Justement, on la voit commencer cette haine quand on voit en fait la première fois apparaître Léo. Donc juste avant qu'on le voit apparaître, on va pouvoir justement parler de l'évolution des 3 tortues sans Léo, dont Manu parlait tout à l'heure. C'est Kazé est sain et sauf, il est à l'hôpital, et en fait les tortues, elles, vont aller à la rencontre de Shredder pour récupérer Léo, et on a Splinter a pas d'autre choix en fait que de demander de l'aide à Old Hob, qui, comme d'habitude, joue sur deux tableaux, ouais. sur 2 tableaux. D'un côté, il a dit à Shredder qu'il y amènerait les tortues, et d'un autre, il a dit aux tortues qu'il les amènerait à Shredder. Donc en gros, il se mouille ni d'un côté ni de l'autre, il fait sa part des choses, et puis voilà. Et pendant un temps, justement. La fin de l'arc l'amène plus précisément d'un côté, quoi. Ouais. Mais là, au moment où on le rencontre là, il prend pas de risque, hein, il fait ce qu'il faut pour, comme tu disais tout à l'heure, arriver à ses desseins à lui. Et donc on a nos 3 tortues et Splinter accompagnés de Angel et de April, qui vont justement à la rencontre du foot pour récupérer Léo, et vont se retrouver piégés dans un hangar où la confrontation a l'air d'être inévitable, et au moment où s'engage le combat entre Shredder et Splinter, entre Splinter et Shredder, parce que c'est Splinter qui l'enclenche, c'est Léo qui vient s'interposer entre les deux. Mais alors, c'est un Léo, mais il est tellement classe. Oh là là. Enfin, je sais pas, mais... Ah, mais là, il va falloir en parler, hein. Du Dark Léo. Alors, Dark Léo, donc c'est la version Leonardo brainwashé par Kitsune qui a rejoint le Foot Clan, hein, qui est aux ordres de Shredder. Pour l'historique, c'est pas la première fois qu'une tortue est dans le Foot Clan. C'est quelque chose qu'on a notamment eu notamment chez Image avec Raphaël qui avait pris la tête du Foot Clan, hein. Donc c'est encore un petit élément qui est rappelé et réutilisé. C'est quelque chose de connu dans l'univers. Donc on a un Leonardo avec un bandeau noir et qui transpire la classe, hein, parce que bon, déjà c'est Leonardo. En plus, c'est Santoluco qui au dessin, qui l'a designé. Donc, il transpire la classe avec tous ces bandages noirs et rouges, les griffes qu'il peut avoir, et même avec le logo des Foot Clan, quoi. C'est un super design. Ouais, je suis d'accord. Super design, par contre, dans l'action, je trouve qu'on le voit pas assez, en fait. J'aurais aimé le voir plus se battre, plus impliqué, et j'ai un peu l'impression qu'on n'a pas assez le temps au sein de ces 7 numéros, quand même. En fait, justement, moi j'ai trouvé ça bien. C'est expliqué un petit peu plus loin en disant que alors c'est Shredder, Kitsune et Karai font en sorte qu'ils se battent le moins possible et que il n'est pas
de décisions à prendre, genre pour tuer Qu'il quelqu'un soit pas ou quoi. moralement divisé, histoire que Ouais, pour être qu'il soit pas moralement sorti de son divisé. conditionnement. Ouais. Voilà, parce qu'il a eu une éducation et des règles très, très inculquées et que justement le lavage de cerveau était assez faible et il était à la limite, tu vois, de casser à tout moment. Et du coup, c'est pour ça que il est en mode un peu superviseur plus que maître de l'action. Et c'est justement pour ça que c'est à ça que je voulais en venir, que Karai, la haine qu'elle voue à Léo, donc il y a déjà le fait que ce soit lui qui a été choisi par Shredder en tant que Chunin, mais il y a aussi le fait que, comme il est un petit peu le maître d'orchestre de tout ça, il se sert de Karai comme d'un simple pion. Et du coup, ça envenime encore plus la chose. Et j'ai trouvé que cette relation, elle était super bien écrite aussi. Enfin, clairement, je vais pas arrêter de le dire, mais cet arc est super bien écrit. Mais évidemment, Karai, elle, c'est l'instrument qui obéit à tous les ordres, que ça soit tuer, que ça soit n'importe quoi, et elle se retrouve reléguée au second plan par quelqu'un qui ne reçoit pas les mêmes ordres, parce que il est protégé à cause de ce lien mental qui est encore fragile. Donc évidemment qu'on a cette haine et cette rivalité qui se fait, et cette incompréhension du côté de Karai. On a aussi un truc qui est assez cool, enfin qui en découle justement de ça. La confrontation qui a lieu, elle tourne en faveur du Foot Clan justement. On voit on voit Splinter qui est blessé, et on voit Hob qui rentre en scène avec justement Slash, dont la relation avec Mikey évolue encore un petit peu plus, parce que plus ils se voient en fait, et plus il y a ce lien qui se crée entre eux. Et je trouve ça malin. Tout se fait dans ce numéro, en plus, dans cet arc. C'est qu'au début, même Mikey est même traumatisé par Slash, il veut pas le voir. Mais comme il a cette sorte de naïveté au fond de lui, il va vers lui et créer un lien justement que les autres ont même pas envie de créer. Mais c'est ça, Mais et puis tout se fait au la sein de l'arc, en tout naïveté, cas. elle y est sur les deux personnages, autant Ouais. Slash que Mikey en fait. Mais c'est pour ça que c'est le plus pur d'entre tous, Mikey. C'est pour ça. Vous avez tort, et c'est Mikey le meilleur. Slash, il a quelqu'un qui lui donne de l'attention sans lui donner d'ordre. Si tu lui donnes un sneaker, c'est de l'attention, je suis désolé, c'est malsain comme relation ça. Non, mais c'est quelque chose qu'il connaît pas. Lui, Quelqu'un qui a un geste désintéressé envers lui, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est assez cool parce que donc là, il s'échappe et tout, et c'est là qu'on va voir comment évolue la famille avec 3 membres des Tortues. Donc ça va faire écho à ce qu'on avait au tout début de la série, sauf que cette fois, ça va être le rôle inverse, où le leader c'est Léo, sera pas là, et Raph va avoir son exposition et son développement là dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Juste pour revenir sur le Karai Leonardo, donc Karai qui ne comprend pas et qui comprend pas qu'elle ait perdu sa place, qu'il ne l'accepte pas. Faut dire en même temps, elle joue double jeu, pas pour trahir son maître, mais elle crée dans le dos de son maître. Voilà, dans le dos de son maître, elle crée en même temps 2 personnages iconiques qui vont avoir bien évidemment un rôle très important dans le futur, qui sont Bebop et Rocksteady, que l'on découvre dans cet arc, que l'on avait vu dans une micro-série en humain, et là on a la mutation, et Splinter et Shredder qui les découvre quasiment en même temps que nous, et avec Karai qui lui dit écoute, voilà, maintenant maintenant que je redeviens ta Chunin, voilà ce que je peux t'apporter. Maintenant, t'as fait une erreur. Elle lui dit pas comme ça, sinon elle s'en prend une. Mais voilà, c'est ça être à tes ordres. C'est ça qu'on doit faire. Mais en fait, ouais, elle assure ses arrières dans le cas où Léo devient vraiment le Chunin de Shredder. Elle veut avoir une autre alternative, quoi. Il y a un autre truc
Mais c'est une Vas-y, alternative pour excuse-moi. c'est une alternative pour le Foot Clan, pas pour elle. Oui, mais enfin, moi je trouve que c'est une alternative pour elle aussi avec en disant voilà, je l'ai fait pour le Foot Clan. Ça, elle le dit à la fin quand Léo quand Léo est plus là, mais elle le fait quand même dans le sens où elle le fait pour dire voilà, tu vois, moi j'avais prévu le coup, ça s'est mal passé, et ben j'ai fait ça pour le Foot Clan pour garder quand même un certain rang et une certaine comment ça s'appelle, comment on peut dire, un peu de tu vois genre Shredder il va quand même avoir une certaine reconnaissance, voilà, une certaine reconnaissance envers elle en disant Mhm. ben voilà, comme tu as créé ça et que ça s'est pas très bien passé, tu as quand même sauvé les miches du foot avec ton idée, donc même si c'était dans mon dos, il y a quand même un truc de voilà, t'as su prendre la décision qu'il fallait pour le clan, mais elle se le fait aussi pour elle. Ouais. Cependant, moi, là où je trouve que la logique, elle est pas totalement parfaite dans le comics, c'est qu'au final, elle a quand même, elle a parié sur la défaite, sur l'erreur de son maître, en fait. Et Ouais, du coup, je trouve que Shredder le prend relativement bien à la fin, en fait. Quand, au final, Shredder avoue, enfin, explicite vraiment le fait de s'être trompé d'avoir foiré dans son plan. Mais au final, si il a été sauvé par. C'est un peu un sauvetage à double tranchant, quoi. C'est que, certes, son plan a sauvé les miches du clan, mais son plan, c'était de parier sur la défaite du maître du clan, quoi. Donc, je trouve qu'il ouais, le prend bien à la fin. Cependant, bah, ça donne une magnifique planche qui est posée à 30 centimètres derrière moi, donc je ne peux que m'en réjouir au final de cette erreur. et juste avant de basculer sur le tome 3, je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi, on parlait justement du petit numéro d'introduction de Eastman, et j'ai trouvé qu'il faisait écho au combat de fin de tome 2, où Léo, il se bat contre toutes les tortues et son maître, et il brise les armes, et il met à terre toutes les tortues. Et en fait, j'y ai trouvé des similitudes avec le combat de Splinter, qui justement se bat contre les tortues, brise leurs armes, les met à terre et tout ça. Alors peut-être c'est moi qui ai extrapolé, mais j'ai trouvé que ça faisait écho, Mhm. tu sais, Ouais, ouverture du comics et fermeture du comics avec ce dernier combat, ouais, c'est vrai. où Léo prend le dessus sur le maître et ses tortues, et ses frères. Mhm. C'est vrai. Je veux juste te corriger sur le fait qu'on va pas passer tout de suite au tome 3. On n'a pas parlé. Enfin, déjà, on parle de l'ensemble un peu, mais on n'a pas du tout parlé du deuxième numéro de l'arc, en fait, non, ou du troisième numéro de l'arc, celui de la conversion de Léo. Et c'est un numéro que j'adore parce qu'il joue beaucoup sur du visuel et sur la manipulation des souvenirs et de tout l'univers qu'on connaît en fait des tortues et qui sont tordus pour conditionner Léo au fait que, enfin, le faire vivre dans un mensonge. Donc on n'efface pas totalement la réalité, mais on la tord pour faire correspondre le point de vue de Shredder et de Kitsune du coup avec celui de Léo. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi c'est un numéro que j'aime beaucoup. Oui, moi aussi, bon, pour plein de raisons. Déjà, on a plusieurs dessinateurs dessus, donc ça rappelle le début. Voilà, on réécrit l'histoire avec ce rappel des dessinateurs justement, qui est assez cool. Donc on a si je me souviens bien, on a du Dan Duncan, du Campbell, du Kuhn et du Ben Bates. Donc tous ceux qui avaient déjà dessiné. Sophie Campbell non, peut-être pas en fait. Reviennent pour rappeler ce qu'on sait déjà, mais d'une autre manière. Parce que voilà, faut, comme tu dis, il y a une réécriture de la réalité. Bon, ça c'est un sujet que tu apprécies, hein, en plus, Manu. Donc ouais, on a ce côté spiritualité encore qui est utilisé d'une autre manière. Mais moi, j'ai trouvé assez cool en fait le fait de. En fait, c'est de la réécriture de réalité pour pouvoir en faire un petit peu ce que tu veux de Léo. Mais même si c'est bien fait, en fait, j'ai trouvé que c'était un peu un gimmick un peu trop facile parce que utilisé à chaque fois de la même manière. Alors là, ça colle parfaitement parce que on a Kitsune,
on a le premier numéro d'introduction qui nous la ramène, on l'a vu dans le Foot Clan, donc on a toute cette partie mythologie, etc. qui entre en compte, donc ça solidifie le tout. Mais en fait, je m'attendais à quelque chose comme ça, j'ai eu ce que j'attendais, tu vois, pas de surprise dans le déroulement. Donc pour moi, ça a fait le job, mais pas autant que vous, quoi. Ok, ça n'a pas fait le job autant que pour nous. Bah, écoute, j'en suis désolé pour toi. Avant qu'on passe à la suite aussi, on s'est pas un peu assez étalé, je trouve, sur la relation de l'équipe, puisque Roméo, t'es reparti sur Kitsune Léo, et je sais que c'est un thème qui te tient particulièrement à cœur. Seulement la partie Raph qui part en couille et les deux autres qui doivent essayer de faire du damage control avec Mikey qui vient finalement se positionner et ramener Raph ramener Raph au monde réel. Je trouve que c'est encore incroyablement bien géré, et en fait ça rentre dans ce dont tu parlais tout à l'heure, Fab, de la façon dont les choses sont rythmées et font beaucoup de choses en peu de cases. Forcément, je trouve que ça doit fonctionner sur une page et demie peut-être. Ça commence en bas d'une page et ça se déroule sur une autre page avec le retour enfin justement le mea culpa de Raph, et qui explique pourquoi il le prend comme ça. Je trouve que c'est un grand moment dans la relation des tortues entre elles, et que c'est quelque chose d'assez fondateur pour elles en fait. Et voir leur relation se développer sans Léo qui est le leader, je trouve ça très intéressant, parce qu'habituellement il y a toujours cette ombre de Léo en fait au-dessus d'eux, Parce que c'est le meilleur. qui est une sorte de mais non, qui est une sorte de compas moral et de compas, enfin de guide tout simplement. Ouais, Je c'est trouve celui qui a le que melon et les autres ils disent ok, vas-y, c'est bon, laisse-le tranquille. et je trouve que ouais, ils s'épanouissent bien sans lui, ça fonctionne bien. Je sais pas ce que t'en penses toi, Roméo, qui du coup n'a pas ta tortue préférée dans cette histoire. Alors oui, bah aussi on a Léo, hein, qui est un Dark Léo. Mais son ombre elle plane parce que il était là, euh, on se rend compte de l'importance qu'il avait, de l'équilibre qu'il amenait. Bon, toutes les tortues ont leur importance, hein, sauf Donatello. Elles apportent toutes quelque chose, et l'une a du mal à exister sans l'autre, sans les autres. Raphaël tout seul, c'est juste une tête brûlée. Donc ce qu'il était au début. Mikey tout seul, lui, sa famille, c'est le plus important pour lui. Et ça sera encore plus développé plus tard. La fraternité, l'amitié qu'il construit à travers Slash, notamment, parce qu'il lui manque quelque chose, il cherche, pour moi, il cherche du réconfort aussi ailleurs, hein, en se découvrant cette relation avec Slash. C'est ultra important. Donatello, bon, si on voit bien qu'il peut péter un câble là plus tard. Ça, on en reviendra dans quelques mois. Donc cette balance là, elle n'existe plus. Donc il y a un nouvel équilibre à trouver, et c'est intéressant parce que même majoritairement les tortues, on les connaît que les quatre. On les connaît ensemble, et donc c'est aussi nouveau pour nous. Bien évidemment, il y a eu d'autres dans plein d'itérations, des tortues qui partent, des choses comme ça, qui sont blessées, mais là pour IDW c'est finalement nouveau. On avait en préambule les tortues qui étaient que 3, mais on n'avait pas les caractères autant développés, on n'avait pas un an et demi de développement de personnages, plus les micro-séries. Donc c'est ultra important de voir cette nouvelle balance à laquelle Splinter ne peut pas aider, parce que Splinter est totalement désemparé. Il est prêt à tout pour retrouver son fils. Il est prêt à s'allier à Old Hob, à faire les pires saloperies qu'il doit faire, mais il n'est dans aucune aide pour sa famille, pour l'équilibre et la balance de sa famille. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que les autres s'inquiètent au final. C'est ça. Il s'inquiète pas seulement pour Léo, mais aussi pour Splinter qui est en train de partir en cacahuète. Hein. Bah, il est prêt à tout, quoi, pour pas reperdre encore un de ses fils. Et c'est, bon, on va le voir de toute façon, parce que le chapitre d'intro du tome 3, ça montre tout ce que Splinter... c'est sa mission pour Old Hob, du coup. Ouais. Moi, j'ai lu en single, et du coup, tout enchaîné, mais ouais, c'est vrai que c'est à la moitié, ça.
en effet. Ça met en balance, encore une fois, tout ce que tout ce que Splinter apprend aux tortues à ne pas faire, ben lui, il va franchir toutes les limites qui s'étaient toujours imposées parce que justement, il sait plus où il en est, il sait plus quoi faire et vraiment, il veut faire tout son maximum pour récupérer son fils. Et quand il se retrouve piégé dans le hangar, de toute façon, il le dit clairement. Hein, si je peux pas ramener mon fils, je vais ramener ta tête à vrai, Shredder. Ouais, Donc, ouais. À la fin, ouais, en effet. Ouais. Donc voilà, c'est dès le début, on sent Splinter, il est perdu, il est encore plus Même debout. dans son langage, il est vraiment vénère, quoi. C'est ça. Il y a plus que Shredder en face et c'est œil pour œil et plus que ça. Ouais, pour le coup, en fait, ça met un miroir, en fait, ce qui s'était passé un petit peu avant, où Shredder, lui, voulait la peau de Splinter, et là, Shredder vise plus grand avec New York, et a mis Splinter dans la position dans laquelle il était avant, où Splinter ne veut que Shredder. Mm. Et c'est assez marrant J'avais pas fait le rapprochement, mais là, en parlant... c'est assez marrant de voir comme, on le disait, tout va vite et les relations changent du tout au tout d'un tome à un autre, enfin d'un arc à un autre, quoi. Mm. Et ça crée un combat final très appréciable entre Shredder, Splinter et Raph Léo. Que moi je me souvenais plus que c'était un combat Raph Léo. C'est assez logique hein, quand on relit le tome. Je m'attendais à le voir venir. Mais ce Raph, je l'avais oublié en fait. Ce Raph qui est celui qui va ramener Léo à la raison et abandonner le combat en mode Captain America versus Bucky dans Winter Soldier, tu vois. Excusez-moi pour les références, mais je suis un peu dans le Marvel Cinematic Universe en ce moment. Et j'étais très agréablement surpris. Je parlais, je sais plus si c'était en off ou en on, quand on discutait avec Margot la dernière fois où je disais qu'il y avait personne chez nous qui aimait Raph. Ça me fait presque regretter qu'il y ait personne chez nous qui ait Raph comme son... Enfin, on aime Raph, mais qui ait Raph comme son préféré. Parce que là, en tout cas, dans cet arc, je trouve qu'il a une bonne évolution et une bonne force de caractère qui est montrée au final. Ouais, et puis ça va le transformer pour la suite, en fait. Parce que là, les événements qui vont se passer, clairement, ça a pas l'air, mais tu le disais tout à l'heure, le moment où Mikey s'interpose, en fait, on dirait que ça fait prendre conscience à Raph que justement, il faut qu'il gère un petit peu mieux toute la partie colère et tout ça. Et on le verra évoluer après, bien longtemps après, quand il part en Alaska. Je sais pas si ça vous parle quand je dis ça, mais on le verra à ce moment-là. Moi, j'ai trouvé que l'écho se faisait comme ça. C'est surtout que Raphaël, au-delà de sa culpabilité qu'il ressent, c'est vraiment le moment où il s'intègre à la famille, où il se sent membre de cette famille, et surtout en fait, non, tout le monde l'a toujours considéré comme un membre de sa famille, mais lui, il y avait toujours cette réserve, l'impression. Là, il sent vraiment que c'est ses frères, c'est sa famille. Ouais, en effet. C'est vraiment un arc fondateur. Oui. Après, on parle souvent du fait que c'est le vrai début de l'ongoing, que c'est là que tout s'envole. Cependant, il joue vraiment uniquement avec toutes les pièces qu'il a déjà mis en place. Oui, et bien du sûr. coup, sans ces pièces, il n'y a rien, quoi. Ah, évidemment. Mais il a pu faire ça, je pense, comme on me le disait tout à l'heure, il y a 1 an et demi de publication, il y a un univers solide, il y a une base de lecteurs solide, et ils ont pu se permettre de pousser les choses, le curseur un petit peu plus loin, justement parce qu'ils savaient que derrière, il faut accrocher un peu plus, il faut relancer une dynamique pour justement construire plus grand, et c'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça, je pense qu'on dit que la série débute vraiment ici, parce que ça fait que monter crescendo, mais il n'y a rien de plus que tout ce qui a été construit en avant qui est développé au final. On est dans la totale continuité. De toute façon, tout ce qui est fait, même par la suite, hein, c'est dans la continuité. Hein. Il y a une cohérence dans l'univers qui est construit, qui est assez hallucinante. Hein. Ça, on le répète très régulièrement.
ce n'est pas pour rien. On prend City Fall seul, c'est un condensé d'action. C'est vraiment de l'action. Avec tout le bac qu'on a sur l'année et demie de publication qui est avant, on a une histoire. Ouais. Excusez-moi, je suis en train de regarder les points que j'avais notés qu'on n'a pas abordés. On n'a pas trop parlé de Bebop et Rocksteady. Bebop et Rocksteady. Mais en soi, ils arrivent que dans le tome 3. Ils arrivent à la fin. Ils sont teasés plus tôt que ça parce que on a une page finale une page. qui est leur transformation sur le tome 1, enfin le tome 2 je crois avant. Mais on n'a qu'une page, c'est difficile. Non, c'est tome 3 je crois la transformation déjà. Ah ouais ? Ouais. Ah, je voyais ça plus tôt. Ouais, non, c'est tome 3. C'est après le premier single du tome 3. Ok, d'accord. Ouais, ça pareil, hein, à la lecture de la VO, on savait qu'ils allaient arriver, hein, parce qu'on le voit dans la micro-série RAF, on les aperçoit dans la micro-série RAF, et il y a la micro-série Bebop et Rocksteady qui a dû être publiée plus ou moins en même temps. Mm-hmm. Mais ouais, c'était un élément, putain, ils sont là, quoi. Moi j'ai toujours dit, hein, j'ai jamais été un grand fan de ces personnages dans la série animée, hein. Putain, ils sont un peu débiles, quoi. Donc voilà. Ouais. Moi là, ce qui me marque en fait, c'est qu'ils arrivent avec beaucoup de violence. Ils arrivent avec de la violence. Ouais, on aura beaucoup plus de violence, enfin d'autres violences par la suite. On en reparlera d'eux. Ils ont un rôle assez significatif à un moment. Mais là ça va être dur pour Fab, hein, quand on va en parler. Mais là déjà à ce moment-là. J'ai poney ce jour-là, il me semble. À ce moment-là, déjà, ils arrivent, ils retiennent rien. En fait, on sent une surpuissance et un côté inarrêtable qui fait assez peur au sein de cette action, quoi. Parce que on commence à savoir au moment où ils arrivent que tout peut arriver au sein de cet arc. Et du coup, ça se fait se poser des questions. Tu sens qu'ils ont... Excuse-moi, vas-y. Ça va aussi, ça permet aussi de donner un pendant de puissance à Slash. Ouais. Parce qu'on a un Slash qui, même si on le voit peu, qui est sur une échelle de puissance bien au-dessus de tous les personnages pour l'instant. Et on se dit, le jour où il décide de vraiment l'utiliser, c'est bon, hein, il s'occupe de tout le monde, il détruit tout et basta. Et là, ça rééquilibre des forces. Ouais, et puis tu sens que Bebop et Rocksteady, ils ont pas été créés pour signer un traité de paix, quoi. Ils sont là juste pour casser tout ce qui passe. Voilà. C'est vraiment Enfin, ouais, pas de l'infanterie, mais c'est genre 2 tanks qui sont là pour tout casser, quoi. C'est mais ça se ressent bien dès ces apparitions qu'ils sont bien débiles. Par contre, je trouve que, enfin, on en reparlera peut-être plus tard en les traitant spécifiquement. Je trouve qu'ils sont bien traités que dans l'ongoing parce que dans leurs 2 mini-séries, je suis vraiment pas fan de ce qui se passe, quoi. Je trouve pas que les 2 persos ils méritent d'avoir leur série à côté, en fait. Contrairement à presque tous les persos qui ont au moins une micro-série qui marche, eux leurs 2 mini-séries, je pense 2 numéros ça aurait été suffisant pour moi. Aucun pour moi. Après c'est pas de la première mini-série que Pepperoni sort. Ah si, ok. Donc ils ont leur utilité. Un numéro. Dans le grand schéma global, ils ont leur utilité. Ouais, j'avoue. Mais ouais. Donc, mais ça, ces 2 persos, on les voit en rééquilibre des forces, et encore que dans cet arc-là, l'équilibre, il est quand même plus du côté du foot. Ils arrivent. Oui. Slash, il est pas dans la baston avec le Foot Clan, hein, directement. Il est ailleurs. C'est ça. Mais ils sont là, ils vont tout casser. Mais ça rapporte un équilibre de force dans la vision plus long terme, dans la vision plus généraliste. Et pour revenir à la débilité, on sent qu'ils sont là pour taper et basta. Leur premier mot, hein. Le premier mot de Bebop, c'est ouais, et de Rocksteady, c'est comme elle a dit. Oui, c'est vrai. Ça résume tout. Ouais, en effet. Mais après, parce que là, on a enchaîné sur Bebop et Rocksteady.
Il y a un autre point sur lequel on a parlé en off au début, tous les trois, et qui nous a tous les trois fait tilter. C'est dès le début du tome 3, donc je n'ai pas le numéro du single en VO, mais on 25 du coup. a... Pardon 25 du coup, je pense. 25. On a Shredder qui est sur le toit de sa base et qui rappelle un aigle qui est en train de bouffer un rat, qui a chassé son rat et qui s'est posé. Et cet aigle, en fait, c'est Kyoga. Koya. Koya, pardon. Koya. Kyoga. C'est les Pokémon, ça. Les Koya et qu'on découvrira un peu plus beaucoup plus tard. un Non. petit peu plus tard. Non, peut-être pas beaucoup, ouais. Prochain tome, Northampton. Ah oui, dès celui-là. Et Ouais. Ok. Ah Et oui, du coup, oui, en effet. Ouais. on a encore une fois un exemple de la construction de l'histoire sur des petits détails qui sont mis quand même longtemps à l'avance, entre guillemets, parce que là, ça fait 5 mois, en fait, à l'avance, en gros. Ça fait 5 numéros, et qu'on va retrouver dans le tome après. Mais, enfin, voilà, la cohérence, comme on dit, encore une fois, de l'écriture, c'est quand même assez fou. Ouais. Moi, il y a un truc d'ailleurs dans les petites subtilités que j'ai beaucoup aimé. Là, c'est pas par rapport au futur, mais c'est par rapport au passé. La mission de Splinter, justement, qui récupère le mutagène, derrière, Hold Up et Slash font tout péter. Et dans le pourquoi ils font tout péter, il y a vraiment. On sent que. Alors, certes, on sait que Hold Up manipule Slash pour son bien, quoi. Enfin, pour qu'il fasse ce qu'il veut. Mais on ressent vraiment une affection et le fait qu'il fait ça vraiment pour venger ce qu'a subi Slash par le passé. Et Ce j'ai qu'il a trouvé ça subi très lui aussi, bienvenu en fait. Oui, ce qu'il a subi lui aussi, mais je pense, je sais pas s'il l'a autant subi que Slash. Ouais, peut-être t'as raison. Ah si, hein, au début. Si, il l'a subi 2 fois en plus. Hein. Ouais, et il a, si, Hold Up, il a la haine des humains. Il a Mais ouais, voilà, en dehors de son côté ultra militariste, on va faire notre gang et tout péter, il y a vraiment ce côté résistance mutante, Oui. enfin mutanimals même, qui se pose vraiment dès cet arc, qui sera important par la suite parce que ça va mener vraiment à beaucoup d'événements jusqu'au numéro 100 et à la suite. Et là, on a vraiment je trouve que ça prend vraiment forme ici. Bah, un peu comme tout le reste, hein, on disait que tout prenait forme dans cet arc. Mais la partie Hold Up, moi, c'est un des côtés que j'aime beaucoup. C'était quand même le vilain du premier tome. Celui par lequel l'absence de Raph s'est faite. Et voilà, cette menace originelle des tortues et de Splinter. Et du coup, je trouve ça assez intéressant qu'à ce quart de centaine, on arrive à cette direction prise par le personnage et la relation avec Splinter et les tortues. Parce qu'au final, d'ailleurs, c'est pas explicité dans le numéro, mais Hold Up fait tout péter avec Slash, alors que Splinter il est 5 mètres derrière, on va pas se mentir. Donc Splinter a l'air de s'en rendre compte, mais n'est pas plus perturbé que ça par le fait qu'il y ait cette vengeance, quoi. Splinter, lui, il oublie tout. Là, il a plus aucun compas moral. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est retrouver son fils. Il est prêt à tout et basta. Donc, il aide Hold Up. Maintenant, Hold Up lui revaudra ça. Et donc, il lui dit. Hein. Mais Hold Up, il aurait pu faire n'importe quoi. Il s'en fout. Tout ce qu'il veut là actuellement, c'est retrouver son fils. Mais par contre, je te rejoins sur le côté de Hold Up. Oui, il a beaucoup subi, il a beaucoup souffert de tout de toutes les tortures, mais il a il veut aider Slash à s'affranchir de ça. Le Ouais. petit échange juste avant qu'il fait exploser. C'est là où je voulais en venir, ouais. Ouais, alors que c'est juste une répétition de dialogue en plus, c'est et que ça. ça reste un dessin, et pourtant quand tu le lis, tu le ressens. C'est ça. Le plus de douleur, non mon grand, plus de douleur. Il y a du fil quoi là-dedans. Exactement. J'aime beaucoup Slash, j'ai peur du futur. Mais voilà, Mikey et Slash du coup dans ce tome, c'est très bon pour moi. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés sur lesquels vous voulez revenir précisément? On n'a pas trop parlé de Kitsune en fait et de son implication. Alors Kitsune, ouais, elle est là. Elle est introduite. Voilà, elle est vraiment introduite. Elle prendra une place bien plus grande plus tard. Shredder ne la montre pas hein, d'ailleurs hein, quand il fait l'exécution de Victor.
Elle est pas sur le plan, hein, alors qu'après elle est présente. Mais voilà, on a cette approche de la spiritualité, encore pas qui va au-delà des souvenirs et de la réincarnation, mais on a cette première approche de son importance dans l'univers. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques années, quand on aura rattrapé le retard. Mais elle est encore distante. Là, elle apparaît encore juste comme celle qui manipule Léo, qui fait la magie. Pour l'instant, elle est qu'un outil pour Shredder. C'est ça. Alors que dès cet arc, et je m'en souvenais plus de ça, la relation, il y a une sorte de relation afféodée dans les deux sens. Au sein des dialogues. On sent que Kitsune essaye de placer Shredder au-dessus d'elle, sûrement pour le manipuler, et que Shredder place Kitsune au-dessus de lui. Il y a une sorte de double soumission que je trouve intéressante dans leur relation déjà. Bah après, il y a aussi la relation, enfin, tant qu'on parle de ça, Kitsune, elle est là, tu le sais, parce que ça plane au-dessus, ne serait-ce que par toute la partie où Léo a les visions de sa mère, qui lui dit qu'il n'est pas à sa place, etc. Donc le lien est fait, parce que quand il voit Kitsune, ça y fait le rappel flash de sa mère, etc. Elle est aussi dans le combat final, dans l'amphithéâtre, sur un des balcons, elle supervise un petit peu tout ça. Comme tu dis, c'est un peu une introduction, mais tu sens qu'elle est là, ça apporte une sorte de nouvelle menace qui plane au-dessus, mais sans trop savoir pourquoi. Et non, elle est pas dans le théâtre. Hein. Si, il me semble que je l'ai vu. Non, justement, elle y est pas. Il y a Tang Shen qui apparaît en... Oui, il y a Tang Shen qui apparaît, on n'en a pas Léo, trop parlé encore. C'est tout. Et voilà. Ouais, parce que c'est pas... Oui, il y en a... c'est ce qui va aider Léo à revenir. Ouais. Mais Kitsune, elle est pas là dans le théâtre, justement. Ou alors je confonds et c'est sur le premier combat qu'elle est là ? Ouais, certainement. Alors, autant pour moi. Ouais, il me semblait qu'elle était sur un des balcons du théâtre et que c'est pour ça que Léo avait du coup ses visions après de Tang Shen. Mais, non, je crois que c'est à la base du foot qu'il la voit avec Shredder, justement. Regarde page... alors, j'ai plus la page, mais c'est sur le combat où April sort de la stase invisible avec le costume des fantômes des rues, juste au-dessus d'Alopex. Alopex, elle la voit, à Kitsune. Et donc, elle supervise bien le combat un petit peu dans l'amphithéâtre. C'est justement ce qui me semblait dans le dernier numéro, dans le dernier chapitre, pas dans le combat. Je les ai pas sous les yeux, mais je te fais confiance. Parce que tu les as sous les yeux. Du coup, on avait cette relation, et moi, en fait, en termes de relation, c'était... je voulais juste toucher un mot aussi entre la relation avec Kaze et April, qui aussi évolue dans ce numéro... Bon, alors là, c'est au tout début du tome 2, qui va encore significativement, évoluer. du coup. Ouais, c'est ça. Ça fait passer un cap aussi aux deux personnages. Ouais. Mais il y a Kaze qui évolue avec April, il y a Kaze qui évolue avec son père aussi dans ce numéro. Je trouve qu'il a... Et avec Angel aussi. Ouais. Je trouve que c'est un bon tome pour Kaze, même s'il prend cher. D'un point de vue développement, c'est intéressant. Je suis pas un grand fan de la future mini-série April, Kaze April, mais en tout cas, dans cet arc, il évolue bien, il a une bonne catharsis qui fonctionne bien. Même si je trouve que la transformation de Hun est pétée sans la micro-série. Ouais, complètement. Aviez-vous des points sur lesquels vous vouliez revenir ? Bon, on a parlé un peu de toutes les relations, hein, parce que voilà, il y a finalement, c'est vraiment un tome qui parle de relations entre personnages. Il y a des choses qui reviennent souvent, hein. Old Hob, il fait toujours tout péter. Ça me fait marrer à chaque fois. Chaque fois qu'il prend une voiture, il est obligé de faire péter ce qu'il y a derrière lui. Il le fait au début du tome 3, à la fin du tome 3, il le refera plus tard. En gros, prendre la voiture et tout faire péter, le mec, il pourrait jouer dans Fast and Furious, quoi. Ce serait un bon rôle. Moi, il y a deux trucs que je retiens vraiment de ce... Enfin, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, c'est la soumission des gangs à Shredder, donc au Foot Clan, via les dons généreux d'argent, tu vois, à la fin, ça m'a fait rire. Avec Walter White.
Ouais, le gage de respect, tu sais. Je C'est trouvais un genre, peu pété cette référence à Breaking Bad, mais bah, il y a mais une bon. grosse référence aussi à Ororo hein, dans le théâtre. Mais c'est surtout le passage du bandeau et des griffes hein, de Ah Léo à oui, bah Slash. c'est dernière page ça. Ah là, ouais, mais c'est ça, mais cette Magnifique. dernière page. Voilà. Juste cette page, mais. Enfin, je trouve que. Juste, tu vois, tu prends la case Léo qui donne à Slash. En fait, t'as résumé presque tout le. Tout le truc. Il y a Mhm. tellement de choses qui se passent entre les deux à ce moment-là. Je trouve ça super touchant. Moi. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça boucle pas l'histoire de Léo. Et en arrivant sur la fin, je me disais, mais combien il reste de pages en fait pour résoudre tout ça. Et en voyant cette dernière page, je me suis fait, ah mais non, il y a tout un arc derrière qui est là pour ça. Et C'est ça. du coup ça a pas besoin de perdre du temps là-dessus, quoi. Et je trouve ça intéressant parce que ça va ouvrir un des meilleurs arcs du comics derrière. Mais, Oui. c'est vraiment là, en effet, qu'on sent le côté ongoing qui se met en place et des répercussions de tome en tome. Et mention à Mikey tenu de pizzaiolo. C'est complètement incohérent. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de Woody, mais c'est pareil. Tu parlais des personnages, enfin des intrigues vecteurs moteurs d'action tout à l'heure avec Victor, je crois. Et Tout ben à fait. Woody aussi est là pour booster, pour être moteur d'action. Mais surtout, ça répond à une scène qui m'avait déchiré le cœur sur le tome de l'attaque de Slash. Le moment justement où Woody dit à Mike qu'il veut plus le voir. Ouais. Et, Ouais. et du coup, cette réponse, enfin ce retour et cette excuse de Woody, quelque chose que j'aime beaucoup encore dans ce tome. J'aime beaucoup de choses et il y a que 180 pages dans tout ça, donc dites-vous que tout est bon. Ah ben, il n'y a pas grand-chose à jeter hein, sur deux tomes. Alors moi, je Vraiment, pense qu'il n'y a rien c'est. acheté dans les deux tomes, Ouais, Il y a rien franchement. clairement. vraiment, il y a rien à acheter. Mon C'est seul regret, comme je le disais, c'était. Après, c'était juste moi, personnellement, c'est qu'il manque l'identification des numéros des chapitres VO dans le texte. C'est répertorié au volume et pas au single. Et ça, c'est un petit truc. Mais ce que je comprends pas, c'est que t'as pas des coupures entre chaque chapitre avec la couverture du chapitre. Si, mais en fait, c'est écrit chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre Ah 4 d'accord, pour et les du livres. coup t'as pas le... Ok. Et du coup, voilà. Après, c'est un truc de puriste et de mec relou, tu vois, qui aime bien savoir ce qu'il lit et Hmm. tout ça. Mais voilà, c'est un petit truc qui manque, je trouve, sur les tomes VF. Après, Ouais, ok. si vous le lisez en VO, il n'y a pas de souci. Hmm. Excusez-moi, chers auditeurs, vous avez dû comprendre depuis un moment que j'ai pas les tomes de iComics parce que j'ai tout en VO et qu'à chaque fois que ça m'arrive de me retrouver avec des tomes de iComics, soit j'en ai gagné, soit j'en ai acheté pour les relire à un moment donné. Mais en général, je les offre à des gens pour les convertir. Et du coup, je fais tout le temps mes critiques à partir de la VO et je connais pas forcément les éditions VF à chaque fois. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu dommage de pas mentionner les volumes de parution originaux en fait, parce que dire que ça correspond à un TPB, ok, mais le comic c'est un format single à la base. Moi, pour moi, un tome, c'est intercalé par des couvertures avec marqué numéro machin par couverture par. Après, ce qu'il y a, c'est que un élément de réponse potentielle, c'est quand ils ont sorti le 1, tu sors le tome 1, tu mets premier numéro 17. Ouais, ouais. Et Ça alors. peut. Non, ça. Après, j'imagine que c'était expliqué en préface et tout en plus, donc Oh, là de tête, je sais plus, mais ça peut être un élément de réponse. Je sais pas. peut-être. Ouais. Bah, tu sais, sur le tome 1 qui est sorti de iComics, ouais, il n'y a pas de numéro, en fait. Oui, C'était mais malin. c'est pour ça. C'est peut-être pour ça. C'était malin, ok. Ok. Ouais, malin. Très bien. Quelque chose à rajouter sinon? Bah, il y a une chose dont on n'a pas parlé. Mais ouais, je pense qu'il y en a beaucoup, mais vas-y. Matteo Santoluco. Ah, mais oui. En Quand fait, je l'ai même. pas noté moi parce que je me suis dit que t'en parlerais. C'est tellement Et du obvious. coup, je l'ai pas noté. C'est à un moment. Donc Matteo Santoluco qui avait travaillé sur le 5 et qui vient ici réellement Et remplir. Secret History. Et le Secret History. Je voulais parler de l'ongoing, pardon. Ouais. Ouais, mais étant Euh, donné que Secret History est quand même important, bah, via Kitsune, Oui. l'histoire de Shredder et la relation Shredder-Splinter, c'est pour moi, faut le considérer quasiment comme un autre. Il y a le reste de l'ongoing et ça qui sont des préquels à cet arc, et puis
faut les prendre tous les deux. Enfin, c'est vraiment un gros manque de pas avoir Secret History, je pense. Ouais. Donc Matteo Santoluco, il était en train de travailler sur le 4e single de Secret Origins of the Foot Clan quand on lui a proposé de bosser sur l'ongoing, et donc sur Cityfall. Et bon, évidemment, il a dit oui. Voilà. J'imagine. Non, j'ai pas trop envie, désolé. Non, mais voilà, ça a été les débuts avec. Donc là, premier arc complet où on a encore. On est, enfin, le plus triste, c'est qu'on est loin du Santoluco qu'on va connaître par la suite. Préparez-vous. On est déjà sur un très bon Santoluco, mais il a évolué déjà entre-temps, c'est assez fou. Donc mais il là, évolue tout le temps. Hein. Et ces planches Mais- de Cityfall, il les aime plus. C'est quand même triste. Ouais, c'est. Ouais, s'il en a un rab, il peut, Non, il je peut crois les qu'il y en a envoyer. des- Cityfall. Ah, t'en trouves plus, t'es sûr? J'avais regardé, mais il me semble pas. Ok. Et non, et puis là, Je les les ai dernières achetés à temps. soldes, il y a eu une recrudescence de lecteurs de comics qui ont acheté des planches de Mathéus sur les dernières Là, soldes. C'est Mais ça, Il y en a c'est pas les mal gens en qui ont France, hein. trop économisé pendant le confinement, c'est tout. Ouais, mais c'est normal. Des planches. Tu te retrouves avec une planche originale de Santoluco qui a une sacrée aura en France, auprès des lecteurs de comics, hein. Des comics Tortue Ninja. Pour beaucoup, les Tortues Ninja, c'est Matteo Santoluco. Je suis même pas sûr que certains, tu leur demandes de citer un des autres dessinateurs qui a bossé sur la série, le pourrait. En soi, hein, ça me dérange pas, hein. C'est normal, mais tu te retrouves avec des planches à 150 balles. Bah, il y en a encore. Il y en a encore à 150 balles, Furious. Allez, c'est bon. Ça me tente pas. Allez, c'est bon, on est reconfiné, allons-y. D'ailleurs, il y a la planche de quand Hold Up et Slash font exploser et qui Ouais, partent je avec sais, la je l'avais voiture. vu celle-là. Elle est à mais non, 225 non. celle-là, mais elle est là, en tout cas. Il y avait. Le mec, tu sais. Mais Et je digresse. Mais il y a quelques pas mal planches quand même dans cette histoire. Bon, j'en ai déjà deux, hein, donc je vais pas craquer. Mais Oui. non, je vais pas craquer. À un moment, je vais acheter d'autres artistes. J'en ai 3 de lui. Mais bon, il y a quand même la planche, c'est une cover d'ailleurs, de Hun, retournée, qui coûte que $700. Pour ça, $700, je trouve que... Ah non, c'est la planche 22 du numéro... Ah bah non, c'est plus tard, c'est du numéro 33, donc c'est un arc après, mais... Et pour une fois, c'est c'est pas pas la moi qui co- monte. c'est Pour une pas la fois, cover. pendant un enregistrement, c'est pas moi qui monte les planches, hein. Je tiens à le dire. Désolé, mais il y en a une bonne dizaine de Cityfall encore. Donc voilà, on a un Santoluco qui est déjà très en forme, qui a un dessin qui sert réellement le récit, hein. On a parlé beaucoup de moments de relations entre les personnages, de moments assez forts qui se créent sur certaines cases, hein, sur des simples échanges de trois phrases. De Et Candy, de bonbons. Voilà, et il les magnifie ces moments-là. Mm. Il arrive à vraiment rendre intense des moments. Bah, j'aime des beaucoup moments son cool, quoi. design des tortues, moi je trouve qu'il leur donne vraiment une vraie âme dans le visage et tout. Ça Bah, marche, ils ont pris un ça shift marche très autant bien. sur l'attitude que sur la morphologie, et les autres dessinateurs après se sont, je trouve, relativement alignés au style qu'il leur a donné là. Ouais. C'est parce il est influencé par le travail de Sophie Campbell, ça. Non, c'est vrai, hein. Ça fait partie de ses designs préférés. Eh ben, très Ouais. bien alors. Et ouais, il y a des constructions de pages qui sont géniales, hein. Je prends dans le deuxième numéro de Cityfall, donc on est dans le tome 2, après que Kazé s'est fait poignarder. On a 3 pages de suite qui sont coupées en deux, où on a d'un côté Leonardo qui est sur la table avec Ouais. En effet. avec Shredder et Kitsune, et de l'autre côté Kazé avec les docteurs. La page d'après, on a pareil les échanges. Enfin voilà, sur 3 pages, on a 2 ambiances différentes sur ce qui se passe à deux moments en même temps, et elles se répondent, et c'est juste parfait, quoi. Ouais.
Donc voilà, on a Matteo Santoluco qui prend ses marques, qui marque vraiment la série, hein. Ça a été le début pour beaucoup, notamment en France, hein, parce que bon, le numéro 1 n'est pas autant apprécié, et l'éditeur a vraiment vendu la série avec Matteo Santoluco, avec sa tournée et la sortie de l'histoire secrète du Foot Clan. Voilà, une chose que j'adore, c'est ces entrées de page, ces entrées de chapitres, avec à chaque fois le City Fall Part 1, Part 7 qui est intégré au design. Et puis les couvertures qu'il a fait aussi sur fond blanc là, avec les tortues à chaque fois, c'est une tortue plus un autre personnage. On a Donnie et Mikey, on a Léo, Dark Léo, on a Shredder. J'ai pas toutes ces couvertures, ça me frustre un peu. Moi, il m'en manque 2 et je t'avoue que celle avec le bandeau jaune là. Ouais, je l'ai pas tout, j'ai pas cette couverture sur tous moi. Dommage. Et ouais, je suis un peu frustré là-dessus. J'étais frustré là-dessus à l'époque et en relisant tout ce week-end, et ça m'a refrustré de changer de chapitre et de dire c'est pas la bonne, c'est pas celle que je voulais. Donc voilà, il fallait quand même glisser un mot sur Matteo Santoluco, on le fait jamais assez. Voilà, grand monsieur, grand arc et grande série comme d'hab. Ne boudons pas notre plaisir. Ces 2 tomes excellents, que ce soit graphiquement, scénaristiquement, sur les personnages, sur l'évolution et tout. C'est juste fou. Donc on va pas... lisez-le quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il vous faut le lire. De toute façon, je pense que la majorité de nos auditeurs sont des lecteurs aussi des tortues, donc on n'a pas peu de gens à convaincre dans ceux qui nous écoutent, je pense. Normalement, ouais. Pas tant que ça, parce que tu vois, comme il y a eu la réédition du tome 0, il y avait beaucoup de gens, qui voulaient pas se lancer pour pas avoir de trous parce qu'il y avait des hommes introuvables, par exemple. Ouais. Tout à fait. Et du coup, moi je sais, j'ai eu des gens, bon après, c'est à petite échelle, c'est vers chez moi avec qui j'ai parlé, et qui attendaient justement cette réédition pour pouvoir se lancer dans les tortues, parce que ils voulaient avoir, tu vois, la vraie histoire, entre guillemets, avec les vraies origines et tout. Du coup, c'est possible qu'il y ait des gens qui nous écoutent tout en rattrapant un petit peu le fil de l'histoire, quoi. En effet, j'ai vu des tweets de gens en effet qui se sont lancés avec ça. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, ça m'a monté au cerveau. Qu'est-ce que je veux dire ? Rien à rajouter ? Rien pour moi. Non, rien de plus. Ok. Si ce n'est que le prochain tome de la série dont on parlera, c'est Northampton. Et on a prévu 4h30, c'est ça ? Non, 7h30, tu disais tout à l'heure. Ouais, j'ai 7h30. Je sais pas si je serai prêt pour 7h30, mais on verra. Peut-être qu'on en parlera longtemps. Faudra voir. J'imagine que c'est un tome qui plaît à beaucoup de gens. S'il y a des gens qui veulent en parler, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes intéressés. On peut monter à 4-5 sur un enregistrement, hein, c'est pas impossible. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Je sais pas, d'ailleurs Margot était peut-être pas disponible ce soir, mais j'imagine que Northampton fonctionne aussi beaucoup pour elle. On verra. Tout à fait. Sophie Campbell, Northampton, je crois qu'on peut faire 7h30 facile. Mais Sophie Campbell, on a dit qu'on fera un podcast sur elle un jour. Et de toute façon, à un moment, on parlera beaucoup plus régulièrement d'elle. Et en plus, elle a quelques one-shots à des moments donnés qui sont parmi les plus beaux numéros des 200 numéros qui composent actuellement le tome IDW, enfin le volume IDW. Donc oui, clairement, on va en reparler. Mais c'est en effet un tome qui va très bien introduire le sujet. Je dis pas ça parce que je vais avoir un second dessin de Sophie Campbell tatoué. C'est vrai, tu nous enverras ça. Ah bah, je dis pas ça parce que je suis en train de flâner sur les planches de Sophie Campbell là et je... Envoie quand tu trouves des trucs bien, on sait jamais. Mais tu comprendras quand tu liras le 115. Pourquoi je dis ça. Ok, très bien. Eh ben, ok, je vais faire mon rattrapage classique de... Parce que je le disais peut-être en off avant, mais je suis au 109, 110 je crois. Du coup, il faut que je me rattrape tout. J'ai récupéré le 115 hier. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation à ce podcast. On se retrouve bientôt pour un sujet qu'on n'a pas encore déterminé, mais je crois qu'à un moment, il va falloir qu'on parle de séries animées. On l'a pas trop fait encore.
Donc, C'est ça, faut que tu fasses ton rattrapage, toi. Ouais, mais après, on va en parler saison par saison. Donc, Ouais. voir une saison à un moment, vous me le dites, 3 jours après, c'est fait. Hein. Oui, tu peux commencer à travailler la saison 1. Comme ça, on se fait la saison 1 prochainement. Sachant que ça sera un revisionnage, parce que je l'ai déjà vu, la saison 1. Mais très Ok. bien. Eh ben, écoutez, à bientôt. Et puis, en attendant, bonne semaine. Salut. Ciao. Salut à tous.